francs-maçons signent une fois de plus leur accaparement. Vous pouvez penser que c'est du complotisme ou des coïncidences. Il y a 12 ans, on retrouvait ce même pion du pouvoir, Voilà, le contraste du bronze avec la pierre. Anne Hidalgo, aux côtés des francs-maçons. Et voilà ce qu'il prévoyait pour le parvis de Notre-Dame de Paris. Mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, au nom du Grand Orient de France, il faut que je vous dise, pour avoir voté et nommé cette place de la laïcité, évidemment, les francs-maçons ne sont pas les propriétaires ni même les fondateurs. Que s'inscrit cette autre révolution ô bien discrète et que l'on sait mettre à sa juste mesure, de la mutation idéologique qui fait qu'en 1877, le Grand Orient de France est la première institution à se laïciser et à dire que l'on peut croire ou ne pas croire avant d'en arriver à la loi de 1905. C'est pour cela que nous sommes légitimes pour dire notre joie d'être ici et maintenant sur cette place de la laïcité. Certains zélotes et enthousiastes auraient sans doute préféré un lieu plus visible, exposé, touristique. Pourquoi pas le parvis de Notre-Dame, qui porte maintenant le nom d'un pape? Mais nous laissons à d'autres le désir de se montrer et de paraître. Ils en ont sans doute bien besoin. Et voici ce qu'ont ajouté les francs-maçons dans cette église transformée en temple de l'Antéchrist. La voûte bleue étoilée qu'on retrouve dans la plupart des loges maçonniques. Le sol en damier inchangé depuis 1771. Vue intérieure de Notre-Dame tableau Meilly, offert entre 1650 et 1720, pas de damier. Vue intérieure de Notre-Dame tableau Meilly du mariage de Marguerite de Valois et d'Henri Roi de Navarre, le 18 août 1572 à Notre-Dame de Paris. Et ici en 1780. Le calice du Saint Graal, cette coupe qu'on retrouve dans Indiana Jones mais qui n'est pas que cinématographique et qui sert à boire du sang lors de sacrifices. L'œil d'Horus en conjonction avec le dieu du soleil Hélios, orné d'or que les fidèles pourront idolâtrer comme le veau d'or. Ces salopards ont foutu la couronne de notre roi Jésus à l'intérieur de ce talisman maléfique. Et pour couronner le tout, passant l'expression. L'autel de sacrifice, celui de Baal. L'intelligence artificielle est en train de tout révolutionner et vous devez vous y intéresser. Savoir piloter l'intelligence artificielle, savoir piloter... Ces jeux de forme et pour créer, il faut retrouver de la légèreté. C'est la voûte inversée. Ben, c'est les voûtes inversées. Qu'est-ce que c'est le prochain chantier? Qu'est-ce qu'il faut qu'on décide? Écoutez, il y en a sûrement qui nous attendent quelque part. À nous trouver. Merci, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Julien Lebrave. Ah oui, je le reconnais. Toute la famille va bien, l'entreprise va bien? Toute la famille va bien, la grande famille de J'ai encore le manteau. Hein. Vous vous souvenez de ça? Bah, je l'ai, je le mets. Je vous l'offre. Oh, ça me touche Voilà. beaucoup. Et ça, c'est comme ça qu'on a... Alors, il est aussi symbole de la verticalité, comme la verticalité de la flèche. Il y a beaucoup de symbolique dans cet objet. Pour fermer mon fier dossier complotiste, je vous rediffuse l'intervention de Serge Abad Gallardo, un ancien franc-maçon. Et je suis entré en franc-maçonnerie lorsque j'avais 34 ans. Et je suis resté en franc-maçonnerie pendant 24 années. J'ai écrit un certain nombre de livres. Le premier, c'est « Je servais Lucifer sans le savoir », exactement dans l'obédience du droit humain. Parce qu'il y a plusieurs obédiences. Alors, on en parlera de ces différentes obédiences. Et j'ai gravi toutes les échelles. Quand on est initié, on est apprenti. Je suis devenu ensuite compagnon, ensuite maître. Et j'ai eu ensuite des postes d'officier. C'est-à-dire qu'il y a les grades et les fonctions. Le maître est un grade, sanctionne un degré initiatique. La fonction correspond à l'encadrement de la loge ou l'encadrement d'un atelier maçonnique. J'ai eu pratiquement toutes les fonctions de surveillant, d'orateur, également grand expert, etc. Je passe tout ça, je l'explique bien dans mes livres. Je crois démontrer dans mes ouvrages et dans mes conférences que la franc-maçonnerie est une société secrète. La preuve, si vous voulez, allez faire un tour
dans n'importe quelle ville de France, vous ne trouverez pas de temple maçonnique. Par contre, vous trouverez une église, vous trouverez une mosquée facilement parce que ça se reconnaît de l'extérieur. Voilà. Donc, est-ce que c'est une religion? La franc-maçonnerie est assez ambivalente dans les définitions qu'elle donne d'elle-même, et en tout cas, elle refuse le terme de religion. Mais en ce qui me concerne, je crois démontrer qu'il s'agit bien d'une religion. En fait, elle se définit comme une société philosophique, une société initiatique, mais c'est une religion. Il y a de nombreux rites, donc il y a bien existence de rites. Il n'y a pas de franc-maçonnerie sans l'existence de rites. Et je l'explique bien, notamment dans mon livre sur le secret maçonnique, que depuis 300 ans, la politique est sous-tendue par l'idéal maçonnique et par l'action maçonnique. Oui, alors en fait, la première fois que j'ai entendu parler de Lucifer, c'était lors d'une cérémonie qui glorifiait l'ange de la lumière, c'est-à-dire Lucifer, textuellement. Et c'est une cérémonie de louange au solstice dans l'année. Et donc, à ce moment-là, la personne qui était vénérable maître à l'époque dit « Louange à toi, Lucifer, qui apporte la lumière aux hommes ». Voilà. Donc ça, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Lucifer de manière explicite. Mais il faut savoir qu'en franc-maçonnerie, ça n'est pas courant. Et qu'il faut chercher, là aussi, entre les lignes, pour comprendre que la franc-maçonnerie est une religion luciférienne. Par exemple, il y a donc des planches, des textes maçonniques qui font la glorification de la transgression. Et là, je donne beaucoup de références dans mes livres. Par exemple, je donne une planche qui fait la glorification de la transgression par Adam et Ève et qui dit que le serpent est un bienfaiteur de l'humanité. Si on veut, alors je vais essayer de résumer la pensée maçonnique sur le plan luciférien. En fait, pour la franc-maçonnerie, Dieu est une sorte de dictateur, de despote qui veut garder l'homme sous la contrainte et sous l'obscurantisme, si vous voulez, alors que la franc-maçonnerie lui permet de s'affranchir du commandement divin. Et donc toute la différence entre les deux doctrines, elle est fondamentale. Les pas se suivent sur une ligne droite. Et à un moment donné, on demande au compagnon de faire un pas de côté. Alors, on lui explique que c'est parce que il aura la nécessité, en devenant compagnon, d'être plus libre et de s'affranchir du chemin tout tracé que finalement il s'est lui-même donné ou qu'on lui a donné. Eh bien, en fait, le pas de côté qu'il fait dans le rituel, c'est une transgression. C'est-à-dire, je sors du chemin pour chercher moi-même la vérité. D'accord. Alors, c'est en cela, si vous voulez, que la franc-maçonnerie est luciférienne. Bon, il y a beaucoup d'autres aspects, notamment au 18e degré, il y a des signes où on retrouve, par exemple, le symbole des 2 bras de Baphomet, voilà. C'est-à-dire des gens comme moi, qui ont été plus hauts, expliquent qu'au 29e degré, il y a une cérémonie où on demande aux candidats de piétiner la croix, avec le pied gauche, le pied droit, etc. Et ensuite, on passe devant lui une image de Baphomet. Alors, l'image de Baphomet, je vais vous la montrer très rapidement. Elle est dessinée par Eliphas Lévy, qui est un franc-maçon et un occultiste du 19e siècle. Voilà. Donc, cette image est montrée au candidat au 29e degré et on lui demande donc de glorifier, cette créature luciférienne, satanique même. Alors, une chose qui est importante, vous parliez justement des rituels. Voilà donc l'image de Baphomet. Regardez bien, notamment la position des bras, et on voit également que ce personnage a des seins de femme et il y a symbolisé entre ses jambes un phallus en érection. On va voir cette image dans le tarot numéro 15 et le tarot du diable. On voit la position des mains, on voit qu'il a des seins de femme et un sexe d'homme. C'est la carte du diable, ça, dans le tarot.
il y a des textes maçonniques que je peux citer, qui font de l'être parfait un être androgyne, c'est-à-dire un homme et une femme en même temps. Et on va trouver là l'explication de la théorie du gender. C'est-à-dire, alors on vient nous dire que ça n'est pas une théorie, mais en fait c'est bien la pratique du gender. Voilà, du genre, celle qui permet aux personnes d'être hommes et femmes quand ils ont envie de l'être. Et moi-même, je peux témoigner que celui qui était mon parrain en franc-maçonnerie m'avait expliqué que l'être parfait, c'était justement un être androgyne. Donc, qui était en fait homme et femme. Et pour terminer, nous avons ici une photo qui est parue dans le journal Le Monde et qui est la statue de Baphomet érigée par l'église de Satan à Detroit aux USA. D'accord? Donc, ce qui est important de savoir, c'est que tout ça n'est connu qu'à partir d'un certain degré. En fait, il faut deux choses pour comprendre ce caractère luciférien. Premièrement, être assez haut dans les degrés, au minimum au grade de maître, et ensuite, et surtout, regarder et analyser le rituel maçonnique avec les yeux de la foi chrétienne. Voilà. Si on fait ces deux choses, là on comprend ce caractère luciférien. Que de nombreux francs-maçons ne sont pas du tout conscients, de ce caractère-là. La plupart des francs-maçons pensent que soit ils sont en train de cheminer vers la vérité, vers la connaissance avec un C majuscule, soit ils participent à la gloire de l'humanité ou au bonheur de l'humanité. Mais en fait, tout ça, c'est une façade. C'est un déguisement. Et bien entendu, on n'est pas obligé de me croire sur parole, parce que là, dans le cadre d'une émission, il est difficile de démontrer le genre de choses dont on vient de parler. Mais je l'explique très clairement dans mes livres. Et alors, ce qui me semble être l'intérêt de ces livres, c'est que d'une part, je témoigne. C'est-à-dire, je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Mais surtout, chaque point dont je témoigne, je le confirme par des écrits maçonniques. Vous voyez, par exemple, lorsque je disais tout à l'heure que le serpent est glorifié par la franc-maçonnerie, là je viens de retrouver dans une note un travail maçonnique qui dit, en résumé, le travail du serpent consiste à libérer l'homme de l'asservissement du joug de la foi, de le dans les ténèbres de l'ignorance et à lui donner accès à la connaissance. Vous voyez, je ne l'invente pas ça. C'est la franc-maçonnerie qui le dit. Le bulletin officiel du Grand Orient dit en substance, nous sommes la religion de l'hérésie, nous sommes la contre-église. Et un peu plus loin, ce bulletin dit, nous devons poursuivre la destruction de l'église jusqu'à ce qu'elle termine. Qui sont ces gens-là? On connaît Newton comme physicien. En réalité, alors là aussi, je vous parle avec des références. En réalité, Newton est un occultiste et un alchimiste. Et, je veux dire, d'un très haut niveau. Voilà. Et les autres également. Et tous sont des occultistes. Et ils vont créer, donc, à partir de leur doctrine occulte, ils vont créer la franc-maçonnerie. Et pour créer la franc-maçonnerie, ils vont s'inspirer de divers fondements. On va retrouver là aussi un des motifs d'incompatibilité avec la foi. La question posée par le journaliste, c'est les Illuminati existent-ils encore aujourd'hui? Mais je peux vous confirmer qu'ils existent. Ce banquier Warburg, qui était Illuminati et franc-maçon, a déclaré en 1950 devant le Congrès américain, nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. Mais la seule question qui se pose, c'est de savoir si nous obtiendrons cela par la force ou par la ruse. Et il y a le projet d'un gouvernement mondial. La franc-maçonnerie est très active et je pense pouvoir affirmer, et là je pense pas pouvoir être contredit parce que j'ai des éléments de preuve, que la plupart des politiques, des décisions politiques qui sont prises, notamment les décisions législatives, sont des décisions maçonniques. Fred Zeller, qui a été grand maître du Grand Orient, et un autre grand maître dont je n'ai plus le nom, pardonnez-moi, mais qui était grand maître de la Grande Loge de France, qui disent, je les paraphrase, les lois que nous votons
sont d'abord élaborés dans les loges. C'est eux qui le disent, ça n'est pas moi. Bon, moi, je témoigne d'autres choses que j'ai vues en loge, où on voit effectivement, une réflexion politique au sein des loges qui va remonter jusqu'au plus haut niveau de l'État. Hein. Les francs-maçons sont élus parlementaires, ont pour mission de porter au sein du Parlement les lois ou les opinions qui sont élaborées dans les loges. Une qui est très importante, c'est qu'il y a au sein de nos assemblées parlementaires ce qu'on appelle une fraternelle parlementaire. Alors cette fraternelle, c'est un groupe de francs-maçons de différentes obédiences. J'ai des chiffres là aussi dont je témoigne, hein, qui viennent de journaux sérieux, comme par exemple Le Point, comme par exemple Valeurs Actuelles, vous voyez, donc, et qui déterminent que environ 35% de nos parlementaires sont francs-maçons, parce qu'ils appartiennent à la fraternelle parlementaire. Moi, je pense pouvoir dire sans risque que au moins 50% de nos élus parlementaires sont francs-maçons. Je vous montre une photographie. Voilà, bien la voir. Hein. Alors, vous avez le représentant des États-Unis, le représentant de l'Angleterre, et vous avez Staline. Alors, ce geste, regardez bien le geste que le président des États-Unis fait avec les bras. Ce geste est un geste maçonnique. Alors, on sait que ce président des États-Unis et le représentant de l'Angleterre étaient tous les deux des francs-maçons. La maçonnerie est un contre-pouvoir secret qui va agir au sein du milieu politique et que cette action peut très bien renverser un pouvoir. Tout à l'heure, je vous passais de passage de grade, vous parlez de passage de grade. Vous avez l'accès au grade de compagnon. À chaque grade, on vous donne des secrets nouveaux. Une transformation des lois sociétales avec le divorce, l'avortement, le mariage pour tous, etc. Et derrière toutes ces lois, on trouve l'idéologie maçonnique. J'ai compté le nombre de fois où j'ai prononcé le serment de garder le secret. En 24 ans, j'ai dû prononcer environ un demi-millier de fois ce serment. Donc c'est beaucoup. Un franc-maçon, lorsqu'il est initié apprenti, finalement, il est amené à rechercher une seule chose, à connaître de plus en plus de secrets maçonniques, c'est-à-dire à évoluer sur le chemin initiatique. Donc à vouloir devenir compagnon, devenir maître, devenir officier, éventuellement aller dans les hauts grades, etc. Mais je dis que le seul chemin pour le salut de l'âme, c'est le chemin du Christ.